Quelques jours après l'afflux d'environ 60 000 personnes venues du Maroc, Ceuta commence à retrouver son calme et fait le bilan. Mais difficile de trouver un nombre officiel de morts lors de cette crise migratoire car l'écart est de taille. Selon les autorités espagnoles, 72 personnes seraient décédées en tentant de franchir la frontière, alors que le gouvernement local de Ceuta en recense 88. Et le Maroc fait quant à lui état de 11 morts selon un bilan officiel publié dimanche soir, tandis que l'Association marocaine des droits humains affirme qu'il y aurait près de 130 victimes et des dizaines de disparus. Selon Madrid, la quasi-totalité de ces personnes est depuis retournée au Maroc, mais ce mouvement migratoire inédit a créé une crise diplomatique entre l'Espagne et d'autres pays européens, en particulier l'Italie, qui a annoncé suspendre temporairement l'application du traité de Schengen avec l'Espagne. Une réunion des ministres de l'Intérieur des pays de l'UE aura lieu mardi. Par ailleurs, les tensions déjà vives entre Madrid et Rabat se sont également intensifiées avec cette crise. Après avoir décidé de suspendre les frappes prévues ce week-end afin de laisser une chance à la diplomatie, Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi. Téhéran a toutefois démenti la tenue de tels pourparlers, affirmant être uniquement en discussion avec Oman au sujet de la gestion du détroit d'Ormuz. En dépit des dénégations iraniennes, le président américain soutient que les discussions porteront à la fois sur cette voie navigable au cœur du conflit et sur la dénucléarisation de l'Iran. What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power. To be honest with you, it would take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. La reprise des hostilités entre Washington et Téhéran constitue une violation du protocole d'accord signé en juin dernier qui prévoyait un cessez-le-feu de 60 jours afin de permettre des négociations destinées à mettre un terme définitif au conflit. Les États-Unis affirment avoir repris les frappes après que l'Iran a pris pour cible plusieurs navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Cette nouvelle escalade a immédiatement fait bondir les prix du pétrole. Le Brent s'échange désormais autour de 80 $ le baril, soit près de 11% de plus que son niveau le plus bas en 6 mois, atteint fin juin à 72 $. Donald Trump a toutefois averti que les États-Unis étaient selon ses mots prêts à passer à l'action, s'engageant à reprendre les frappes contre l'Iran en l'absence d'une progression rapide des négociations. La marine italienne a arraisonné ce dimanche un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe au large de Pantelleria, une île située entre la Sicile et la Tunisie. L'opération a été menée dans les eaux internationales et dans le cadre d'une mission de l'Union européenne chargée de surveiller les trafics d'armes et de pétrole. Selon les autorités italiennes, le capitaine du pétrolier qui battait pavillon camerounais a dans un premier temps refusé de coopérer. Une équipe de militaires italiens s'est alors rendue à bord du navire en hélicoptère afin de procéder à une inspection. Le pétrolier Toa Payo, visé par des sanctions de l'Union européenne, avait quitté le port de Cotonou au Bénin le 26 juillet et naviguait vers Istanbul. Le ministère de la Défense italien a indiqué que l'opération menée avec le soutien d'un navire grec et d'un avion de patrouilleurs polonais a duré environ 2 heures et s'est déroulée sans incident. Une enquête est désormais en cours pour déterminer si le navire a enfreint certaines règles, comme naviguer sous faux pavillon. Ce groupe d'amis a longtemps hésité à maintenir ses vacances réservées il y a quelque temps. De nouveau ouverts, leur camping, comme beaucoup d'autres à Lacanau, avait été évacué mardi suite aux incendies qui ont ravagé 42 000 hectares en Gironde. During the whole week, we were like, do we go? Should we go? Shouldn't we go? What happens if we go and then there's a fire again? Yeah, it was a very, very stressing, but I think right now we've seen that the situation seems to be under control, so we are kind of satisfied right now.
Après, on a quand même vu des routes qui étaient encore barrées, avec des déviations, etc. Donc on a quand même, on sait qu'il y a quand même ça qui est pas loin, et on sait qu'il faut faire attention. Mais c'est sûr que oui, on se libère et allez, on profite entre amis, quoi. Voilà. L'établissement a repris du service ce week-end et les employés s'activent sans savoir précisément combien de vacanciers viendront. Une chose est sûre, le taux de fréquentation sera inférieur à celui de l'année dernière. Alors on est encore en train de faire le point parce qu'on a des séjours qui avaient été mis en stand-by où les gens attendaient de voir, d'autres qui veulent reporter. Il va y avoir un impact économique effectivement et il va peut-être falloir qu'on revoie certains projets ou qu'on les fasse de manière différente ou à d'autres dates. Aujourd'hui on a un taux d'occupation qui est inférieur à ce qu'il est d'habitude mais qui évolue chaque jour. Après une semaine de paralysie, la grande station balnéaire reprend vie peu à peu, mais l'épisode a laissé quelques cicatrices. En temps normal, environ 100 000 touristes arrivent à Lacanau en cette période de l'année. Les professionnels du secteur espèrent leur retour avec impatience, malgré les annulations, les incertitudes ou les routes encore coupées. Les pompiers continuent de lutter contre l'important incendie qui ravage Psata dans l'ouest de l'Attique, malgré le tragique accident survenu ce dimanche, au cours duquel 2 hélicoptères Bell sont entrés en collision alors qu'ils participaient aux opérations sur place. Les autorités ont ouvert une enquête préliminaire sur les causes de la collision, tandis que le site de l'accident a été sécurisé et reste sous surveillance. 2 membres de l'équipage du premier hélicoptère, un ressortissant danois et un grec, ont été tués. 2 autres membres du 2e hélicoptère, un ressortissant britannique et un grec, ont été légèrement blessés. Tout au long de la nuit, les équipes au sol ont lutté pour empêcher le feu de se propager davantage. À l'aube, les moyens aériens de lutte contre les incendies ont repris leurs opérations. Selon les dernières informations disponibles lundi matin, les foyers actifs les plus importants se situaient à l'est de Porto Germeno et plus au sud dans la région montagneuse du mont Pateras, au nord-est de Mégare. Cet incendie, qui s'est déclaré le 31 juillet dernier en Béotie avant de se propager dans l'Attique occidentale, a rapidement pris des proportions gigantesques, brûlant de vastes zones forestières et causant d'importants dégâts aux habitations. Selon la dernière analyse des données satellitaires du programme européen Copernicus, le feu a déjà ravagé plus de 111 km² de terre. L'alerte maximale est maintenue dans de nombreuses régions du pays. Le réseau électrique cubain s'est de nouveau effondré ce dimanche, provoquant une coupure de courant sur l'ensemble de l'île. Depuis plusieurs mois, le pays est confronté à de graves crises énergétiques, sanitaires et économiques, aggravées par d'importantes pénuries de carburant. Le réseau électrique de la Havane, déjà fragilisé par des infrastructures vieillissantes, souffre également des conséquences de l'embargo américain. Les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela ont été interrompues après l'opération militaire menée par Washington en janvier, privant Cuba de son principal fournisseur. L'entreprise publique chargée de l'électricité a annoncé une déconnexion totale du réseau national, plongeant la Havane et le reste du pays dans le noir. Il s'agit là du dernier épisode d'une série de pannes majeures à travers le pays. La veille déjà, l'ouest de Cuba avait été privé d'électricité. Pour les habitants, ces coupures de courant compliquent encore un peu plus le quotidien. À chaque panne, l'approvisionnement en eau est perturbé et les systèmes de ventilation cessent progressivement de fonctionner alors que les températures restent élevées. Une situation qui accentue encore les difficultés d'un pays habitué à l'adversité mais englué dans une crise sans aucune perspective claire de sortie. Une première en 44 ans. En Hongrie, la centrale nucléaire de Pax, l'unique du pays, qui ne fonctionnait plus qu'à un peu plus de 10% de sa capacité depuis quelques jours, a été mise à l'arrêt ce dimanche car il n'y a plus assez d'eau dans le Danube pour alimenter ses circuits de refroidissement. Face à cette situation exceptionnelle, le Premier ministre a tenu à rassurer toutes les personnes inquiètes. Amit hangsúlyozni kell, az az, hogy ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre. Ez a jelenlegi helyzet. Az erőmű egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerinti leállítással tervezett ütemben zajlik. Des pompes temporaires ont été installées à proximité de la centrale afin d'assurer la sécurité des réacteurs, même lorsque le niveau d'eau est extrêmement bas. Avec cette mise à l'arrêt, 40 à 50% de la production énergétique du pays seront perdus à un moment où la consommation est plus élevée que d'habitude en raison de la chaleur.
Selon l'ONG Energy Club, le système énergétique est confronté à un défi de taille, mais la situation est améliorée par le fait qu'au cours de la dernière décennie, de nombreuses centrales solaires ont été construites. Enélkül, a napi energiakapacitás nélkül most különösen nagy bajban volnánk. Most ez a probléma lényegesen kisebb lesz, a napközbeni ellátás igen jelentős részét, döntő részét a naperőművek le fogják tudni fekni. Malgré tout, au cours des prochaines semaines, il faudra importer beaucoup plus d'électricité que d'habitude, ce qui est extrêmement coûteux. Plusieurs grands consommateurs du pays ont annoncé qu'ils réduiraient leur demande d'électricité. La compagnie pétrolière nationale s'est engagée à la réduire de 40%. Malgré tout, il pourrait encore s'avérer nécessaire de restreindre le fonctionnement de certaines usines. Le gouvernement demande à la population d'utiliser ces appareils à forte consommation pendant la journée, lorsque les centrales solaires sont en service. Un adolescent de 17 ans que les autorités considèrent comme une figure de proue en Espagne du réseau cybercriminel de sextorsion 764 a été arrêté dans la province de Guipúzcoa au Pays basque espagnol. L'opération conjointe a été menée par la garde civile, l'Ertzaintza basque et les Mossos d'Esquadra catalans. Entre janvier et avril de cette année, il aurait envoyé de nombreuses menaces à l'encontre d'écoles, de mairies et d'autres institutions, annonçant des fusillades qui n'ont jamais eu lieu mais qui ont contraint les autorités à mettre en place des mesures de sécurité exceptionnelles. Le réseau 764, originaire des États-Unis, opère désormais à l'échelle internationale, recrutant en ligne des mineurs vulnérables par le biais de la manipulation, du chantage et de l'isolement. Le groupe 764 a été qualifié de réseau terroriste par le ministère américain de la Justice et par le FBI, ainsi que désigné comme groupe terroriste par le Canada et la Nouvelle-Zélande.